Donc, vous avez vu dans la dernière vidéo que c'est le modèle de Rutherford-Bohr qui est celui que l'on regarde, que l'on utilise aujourd'hui en sciences en général. Maintenant, vous allez apprendre comment dessiner un atome selon le modèle de Rutherford-Bohr. Donc, vous avez à droite ici justement le dessin d'un atome. Donc, on voit qu'il y a plusieurs informations qui ressortent de ce dessin-là. Donc, pour pouvoir faire mon dessin selon le modèle de Rutherford-Bohr, j'ai besoin de connaître le nombre de protons de mon élément. J'ai besoin de connaître le nombre d'électrons de mon élément. J'ai besoin de connaître son nombre de couches électroniques. Et finalement, j'ai besoin de connaître la répartition des électrons sur les différentes couches électroniques. Donc, j'ai 4 informations à aller chercher pour me permettre de faire ce dessin-là. Ces 4 informations-là, je vais toutes les trouver dans un outil qui est bien pratique, qui est le fameux tableau périodique. On va en reparler du tableau périodique un petit peu plus tard. C'est vraiment l'outil le plus important que vous allez utiliser cette année. Donc, dans le tableau périodique, on retrouve tous les éléments qui existent sur la planète Terre et ils sont tous classés selon différentes caractéristiques que l'on va voir un petit peu plus en détail dans le prochain vidéo. Donc, vous voyez, chaque rectangle, chaque carré, en fait, correspond à un élément. Et dans chaque rectangle, on a 3 informations qui nous sont données. On a 2 nombres, un qui est un nombre entier, un qui est un nombre décimal, et on a le nom de l'élément ainsi que ce qu'on appelle son symbole chimique. Donc, si on prend par exemple le beryllium, comme ça ici, donc le beryllium, j'ai le symbole chimique qui est B majuscule E, j'ai son nom qui est beryllium, j'ai le chiffre 4 qui apparaît en haut et j'ai le chiffre 9,01218 qui apparaît en bas. Donc, le chiffre 4, le chiffre entier qui apparaît dans les cases, on l'appelle le numéro atomique et c'est représenté par la lettre Z. Le numéro atomique nous donne 2 informations très importantes. Le numéro atomique nous donne le nombre de protons que contient le noyau. Donc, si le beryllium, son numéro atomique, c'est 4, eh bien, je peux conclure qu'il a 4 protons dans son noyau. Indirectement, comme je sais que l'élément possède 4 protons, je peux aussi en déduire le nombre d'électrons parce que, vous le savez, les atomes sont neutres à la base, c'est-à-dire qu'ils ont autant de charges positives, les protons, qu'ils ont de charges négatives, les électrons. Donc, si j'ai 4 protons, bien, automatiquement, je peux déduire que j'ai 4 électrons. Donc, déjà, avec le numéro atomique, je vais chercher la moitié des informations qui me sont nécessaires pour faire mon dessin. Petite parenthèse ensuite sur le chiffre qui apparaît en bas, le 9,01218. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de discuter. Donc, il possède 4 protons, 4 électrons. Le chiffre en bas, qui est un nombre décimal, c'est la masse de votre atome, la masse atomique. Et les unités de cette masse-là, ce ne sont pas des kilogrammes, ce ne sont pas des grammes, ce sont des U, qui sont tout simplement unités de masse atomique. C'est un concept qui va être vu dans le cours de STE. Donc, nous, on n'en parle pas en ST, vous allez voir ça plus en détail dans votre cours de STE. Ensuite, une autre information que je peux retrouver dans mon tableau périodique et qui va m'aider à faire le dessin de mon atome, ça correspond à ça ici, le numéro de la ligne où se trouve l'élément. Donc, une ligne, on parle de l'horizontale, comme ça ici. Une ligne, dans le tableau périodique, on appelle ça une période. Et le numéro de la période correspond au nombre de couches électroniques que va contenir votre atome. Donc, par exemple, ici, j'ai la ligne numéro 1 où je retrouve l'hélium. Il fait donc partie de la période 1. Il a une couche électronique. Ensuite, je suis sur la deuxième ligne. Je suis donc sur la période numéro 2. J'ai 2 couches électroniques. Si je suis sur la troisième ligne, je suis sur la troisième période. J'ai 3 couches électroniques, etc., etc. Donc, par exemple, si on regarde l'argon, l'argon qui est ici, l'argon, il est sur la 1, 2, 3e période. On peut donc conclure qu'il possède 3 couches électroniques. Donc, rappelez-vous, la ligne vous donne le nombre de couches électroniques. Finalement, une autre information importante, cette fois-ci, on y va du côté des colonnes du tableau périodique. Donc, je suis à la verticale. Les colonnes nous donnent une information très importante. Mais avant de vous parler de l'information,
Je veux que vous observiez bien le tableau périodique suivant. Vous remarquerez que chaque colonne est numérotée avec un chiffre romain, donc 1, 2, 3, 4, etc., etc. Ici aussi, on a des numéros 3, 4, 5, etc., etc. Et certaines colonnes sont... le chiffre romain est accompagné de la lettre A, alors que d'autres colonnes, le chiffre romain est accompagné de la lettre B. Donc, on voit ici, tout ce qui est au centre est accompagné de la lettre B, et tout ce qui est plus en hauteur est accompagné de la lettre A. C'est parce qu'on a deux grandes catégories d'éléments dans le tableau périodique. Ceux qui se retrouvent au centre, on les appelle les éléments de transition. On va en reparler un petit peu plus tard. Ces éléments-là sont un petit peu plus complexes à dessiner. Donc, c'est pas quelque chose que l'on va voir cette année. Nous, on va se concentrer vraiment sur les familles qui contiennent la lettre A. Donc, à partir de maintenant, quand on vous parle du numéro de la colonne, vous ne regardez que les chiffres accompagnés par la lettre A. On oublie ce qui se trouve au centre de votre tableau périodique. Donc, on est à la verticale, donc on est une colonne. Le numéro de la colonne, indiqué en chiffres romains, va vous donner le nombre d'électrons de valence que possède l'élément. Électron de valence, c'est un nouveau concept. Qu'est-ce qu'un électron de valence? Un électron de valence, c'est un électron qui est situé sur la dernière couche électronique de votre atome. Cette dernière couche-là, on lui donne aussi le nom de couche périphérique. Ces électrons de valence-là sont vraiment importants parce que comme ils sont situés sur la dernière couche électronique, c'est eux qui vont être impliqués dans les réactions chimiques. C'est aussi eux qui vont nous permettre de déterminer quel élément peut réagir avec quel autre élément. Donc, c'est pour ça qu'ils sont vraiment importants et que cette information-là nous est fournie grâce, encore une fois, au tableau périodique. Donc, une colonne, c'est une famille et le numéro de la famille va vous indiquer le nombre d'électrons de valence que va posséder votre élément. Donc, si on prend l'exemple de l'argon qu'on retrouve ici, l'argon, il est dans la 8e famille, pas dans la 18e. On regarde le nombre, le chiffre romain. Le chiffre romain ici, c'est 8. Donc, il est dans la 8e famille. Il va donc posséder 8 électrons de valence. Si on reprend un exemple complètement différent, donc le silicium que l'on retrouve ici, son numéro atomique, c'est 14. C'est le nombre entier qui apparaît dans la case, donc je sais qu'il a 14 protons, 14 électrons. Le silicium, il est situé sur la 3e période, donc 1, 2, 3, donc il va avoir 3 couches électroniques. Et le silicium fait partie de la 4e famille. Je regarde le chiffre romain ici, c'est 4. Donc, il possède 4 électrons de valence. Donc, j'ai sorti les 4 informations dont j'avais besoin pour faire mon schéma. Comment maintenant je vais m'y prendre? Alors, on commence toujours par faire le noyau. Le noyau, on va faire une espèce de petite boule, là, un petit cercle au centre. Et à l'intérieur de ce cercle-là, nous allons indiquer combien il possède de protons. Donc, le silicium, on a dit qu'il avait 14 protons, donc je vais écrire 14 P+. P+, c'est l'abréviation qu'on utilise en sciences pour les protons, parce que les protons ont une charge électrique positive. Une fois que ça c'est fait, je vais aller mettre le nombre de couches électroniques que possède mon atome. Et ces couches électroniques-là, je vais les représenter par des grands cercles qui vont entourer mon noyau. Donc, le silicium, on a dit qu'il avait 3 couches électroniques. Donc, je dessine 3 grands cercles autour de mon noyau. Ensuite, ce qui va me rester à faire, c'est placer mes électrons. C'est ce qu'on appelle la répartition des électrons. Je ne les mets pas n'importe comment, mes électrons. Il y a quand même une certaine logique à respecter ici. Moi, personnellement, j'aime commencer avec les électrons de valence parce que je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je connais cette information-là et je sais que les électrons de valence, ils sont sur la dernière couche électronique. Donc, dans le cas du silicium, il était dans la 4e famille, il avait 4 électrons de valence. Donc, sur la dernière couche, la couche périphérique, je vais aller dessiner mes 4 petites boules rouges comme ça ici, qui correspondent à mes 4 électrons de valence. Donc, il me reste 10 électrons à placer dans mon atome. Maintenant, il y a une certaine logique que je dois respecter pour bien placer ces 10 électrons-là.
Premièrement, chaque couche électronique peut contenir un maximum d'électrons. Je ne peux pas mettre 10 électrons sur la deuxième couche, par exemple. Il y a toujours un maximum qui doit être respecté. La première couche, celle qui est la plus proche du noyau, peut contenir un maximum de 2 électrons, alors que les couches subséquentes peuvent avoir un maximum de 8 électrons. Évidemment, il y a des exceptions à ça, mais ces exceptions-là, on ne les voit pas à l'intérieur du cours de ST. Ça va être abordé en STE. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Ensuite, autre chose que l'on doit garder en tête, c'est le fait qu'une couche électronique doit être remplie au maximum avant que les électrons puissent continuer à remplir la couche qui vient après. Fait que par exemple, je ne peux pas commencer à remplir ma deuxième couche avec des électrons tant que la première couche, elle n'est pas pleine au complet. Donc, la première couche peut avoir un maximum de 2 électrons. Ça veut donc dire que je ne peux pas placer juste un électron sur la première couche puis mettre les autres sur la deuxième couche. Je dois absolument mettre 2 électrons sur la première couche et aller remplir finalement la deuxième couche qui vient ici. Donc, ça nous donnerait un dessin qui ressemble à ça. J'ai 2 électrons sur ma première couche. Ma première couche est remplie au maximum. Alors, je passe à la deuxième. Je vais aller placer mes 8 électrons. Ma deuxième couche, elle est maintenant pleine. Et donc, les 4 électrons restants, qui sont mes électrons de valence, sont bel et bien sur la dernière couche. Mon dessin fait du sens. Donc, vous avez ici des petits rappels. Ici, on commence à remplir la couche la plus près du noyau. Une couche doit être remplie au maximum avant qu'on puisse passer à la prochaine. La première couche peut avoir un maximum de 2 électrons et les autres couches peuvent avoir un maximum de 8 électrons, sauf les exceptions qui vont être abordées en STE. Donc, c'est comme ça qu'on fait le dessin d'un atome avec le modèle de Rutherford-Bohr.